Obtenir un emploi est une opportunité. Perdre un emploi peut être une opportunité. Obtenir une somme d'argent désirée, signer un nouveau contrat, bénéficier d'une promotion peuvent être autant d'opportunités. Les perdre pourrait receler d'autres opportunités. Avoir des parents aimants et responsables, ce n'est pas qu'une opportunité, c'est une véritable bénédiction. Cependant, avez-vous déjà pensé que les perdre puisse être une opportunité? C'est en tout cas ce que pense notre invité du jour, Ange Laurent Famien. Non seulement il le pense, mais écrit et publie un livre au titre plutôt choquant, effarant, l'opportunité d'avoir perdu ses parents. Dans cette conversation, il partage avec nous les paroles fortes que lui ont léguées ses parents et qui ont façonné l'homme qu'il est devenu aujourd'hui. Il nous révèle comment il a appris à vivre avec la douleur de la perte de ses deux parents et comment il s'est servi de cette douleur pour devenir une meilleure personne et rendre le monde autour de lui meilleur. Bienvenue à Propulsé par un discours. Si tu devais vivre dans la peau de quelqu'un pendant 24 heures, ce serait qui? Les enfants. Bon, parlons de maman, de ta maman. Le lendemain que je suis arrivé, elle m'a dit, bon, monsieur, on n'ira pas faire les courses parce que le million que j'avais, je l'ai donné à un monsieur ce matin. Donc il ne s'agit pas juste de quelques mille, mais de millions qu'elle avait offert, qu'elle avait donné À gracieusement. quelqu'un qu'elle avait rencontré la veille. À quelqu'un qu'elle avait compris juste la veille. Waouh. Parlons maintenant de papa. D'accord. Et ton père, il discourait ainsi, et je cite, Mon fils, peu importe ce qui t'arrive ou la personne importante que tu as en face de toi, ne baisse jamais les yeux. À quel moment est-ce que les paroles de ton père ou même de ta mère se sont vraiment enracinées en toi? C'est à ce moment que je commence à réaliser. Donc, et quand je la perds aussi un peu plus. Pour le vieux, c'est malheureusement à son départ, en 2014. Tu écris et tu publies un livre. Dire que j'ai trouvé le titre de ton livre surprenant, c'est un euphémisme. Je l'ai trouvé choquant, je l'ai trouvé effarant. Parce qu'il s'intitule L'opportunité d'avoir perdu ses parents. Comment, permets-moi le mot, oses-tu parler d'opportunité? Moi, je ne suis pas pour le fait de demander aux hommes, à cause du titre d'homme, de se tuer à petit feu. En vrai. Non, tu as envie de pleurer, pleure. Quelqu'un quelque part qui est prêt à nous écouter. Quelqu'un quelque part qui est prêt à nous entendre. Jamais abordé devant personne. Même pas devant ma femme. Wow. Et pourtant, elle était là à la session. Donc, elle était surprise. Est-ce que ceci résume l'opportunité pour toi d'avoir perdu tes parents? Oui, Ange Laurent, dans la vie professionnelle, tu es directeur artistique. c'est ça. Mais aujourd'hui, nous ne parlerons pas de ta carrière, mais d'un pan bien particulier de ta vie. D'accord. D'abord, on va te connaître un peu mieux par Ok. juste quelques questions auxquelles tu vas devoir répondre. Ça marche. Quel est ton sport préféré? La muscu. Et définis l'amitié en un seul mot. Partage, je dirais. Tu es plutôt introverti ou extraverti? Introverti. Ouais. Si tu devais vivre dans la peau de quelqu'un pendant 24 heures, ce serait qui? Les enfants. Quel est ton genre musical ou ta playlist préférée lorsqu'il s'agit de te focaliser pour un rendement optimal? L'adoration. L'adoration. Yes. Alors, entrons à présent dans le vif du sujet. D'accord. On va parler de ce livre que tu as écrit, L'opportunité d'avoir perdu ses parents. Ok. Mais avant, parlons de maman, de ta maman. Dans ton livre, tu l'as décrit comme une femme aimante, Mhm. au cœur en or, une femme dont la générosité frisait parfois la folie. C'est ça. Est-ce que de mémoire, il y a un moment où elle a posé un acte de bonté, de générosité outrancier, qui sur le moment t'avait peut-être choqué, mais qui a laissé une marque indélébile dans ta vie? Exactement. Je sais plus en quelle année. Mhm. Mais je sais qu'on avait rendez-vous. Je devais l'accompagner faire des courses. Et quand je suis arrivé, elle m'a dit qu'on pouvait plus. D'accord. Parce qu'elle avait donné tout l'argent qu'elle avait à quelqu'un. Waouh. À un monsieur qui lui avait expliqué ses problèmes. Elle avait rencontré la veille, je sais plus dans quelles circonstances. Et le lendemain que je suis arrivé, elle m'a dit, bon, monsieur, on n'ira pas faire les courses parce que le million que j'avais, je l'ai donné à un monsieur ce matin. Donc il ne s'agit pas juste de quelques mille, mais de millions qu'elle avait offert, qu'elle avait donné À gracieusement quelqu'un qu'elle avait rencontré la veille. à quelqu'un qu'elle avait compris juste la veille. Waouh. Waouh. D'accord.
Alors, et donc, c'est à juste titre hein, que Mhm. ce que ta mère t'a appris, c'est le cœur ouvert. Oui. Et je lis. Elle te disait, ne sois pas égoïste avec ce que tu as et ce que tu sais faire. Partout où tu passes, arrange-toi pour aider quelqu'un. Même avec le peu que tu possèdes, fais le bien sans rien attendre des hommes. Sois tranquille, Dieu voit tout et il te le rendra toujours, d'une manière ou d'une autre. Est-ce que sa générosité tirait sa source de sa foi, parce qu'on voit clairement que c'est une femme de foi, ou est-ce que ça tirait sa source de son parcours de vie? Moi, je dirais des deux, hein, D'accord, parce qu'elle a eu un parcours un peu, on va dire, un peu compliqué. C'était le seul enfant de deux familles recomposées, c'est-à-dire la seule de son père et de sa mère. d'accord. Donc, on sait un peu comment ça se passe hein, dans ce genre de famille-là. Et après, je pense aussi qu'il y a eu la foi en Jésus et l'un des commandements premiers qui est l'amour du prochain. Je pense que c'est ce qu'elle a essayé de manifester tout le long de sa vie. Donc, oui, je dirais sa foi, mais un peu son parcours aussi. Hmm. Ouais. Alors, dans ton ouvrage, à la page 20 précisément, tu écris: La mère de tous venait de s'éteindre. Sans le savoir, en moi, beaucoup d'aptitudes venaient de naître. C'est ça. Quelles sont ces aptitudes qui venaient de naître? Je dirais tout ce que je fais aujourd'hui, hein, la plupart des choses, hein. Euh, Parce que lorsqu'il y a eu le décès, je me suis retrouvé par les circonstances en train d'être celui qui consolait les autres, alors que j'étais le plus jeune. Donc, c'est plus tard que je réalise que, en ce moment précis-là, j'avais reçu la capacité, si je peux le dire ainsi, de soutenir Hmm. les plus âgés, les plus grands, tous ceux qui étaient autour. Parce que, comme je l'ai dit, c'était la maman de tout le monde, mais le préféré, c'était Ange Laurent. Donc, C'était le bébé de sa le maman. bébé, voilà. Donc, tout le monde Tu es se le dit, benjamin de la famille? oui, du côté de maman. D'accord. Donc, tout le monde se demande, mais comment le gars, il va gérer? Mhm. Tout le monde est focus sur moi, mais la chose étrange, c'est que celui-ci qui en est focus est celui qui est en train de consoler. Donc je pense, quand je retrace l'histoire à reculons, que ouais, à ce moment-là, il y avait quelque chose que j'avais reçu que je ne réalisais pas encore. Et dans le déroulement de tout ce qui a bien pu se passer, je me suis retrouvé en train de faire des choses que je ne faisais pas forcément avant parce que en griffe, bébé gâté, le joujou, tu te retrouves en train de coacher, en train de dire aux gens, ça va aller, ne pleurez pas, on va faire ci, on va faire ça. Bon, je pense que ouais. Là, il y avait quelque chose qui avait pris place et c'est dans le temps, avec tout ce qui va se passer après que je réalise en fait. Mhm. Et donc ta mère, tu la perds en 2015, En 2011. en 2011, pardon, en 2011. 2011. Mhm. Et donc 15 années plus tard, Mhm. aujourd'hui en 2026, Mhm. on sent vraiment le lien qu'il y avait, un lien très fort entre ta mère et toi. Mhm. Et c'est plusieurs messages et leçons de vie que ta mère aura essayé de t'inculquer de son C'est ça. vivant. Est-ce qu'aujourd'hui tu cernes et tu saisis mieux tout ce qu'elle a essayé de t'inculquer comme leçon, comme valeur, quand elle te parlait d'avoir le cœur ouvert, de toujours partager non seulement ce que tu as, mais aussi ce que tu sais faire. Oui, je le perçois beaucoup mieux parce que j'avoue que dans le temps, je faisais juste parce que ouais, c'est le moment. Mhm. Je suis avec elle. Par simple obéissance. Ouais, simple obéissance. Je la voyais faire, j'essayais de faire comme elle. Mais avec le temps, j'ai réalisé l'impact que ça avait sur les gens. J'ai pu voir ce que ça pouvait, la joie que ça pouvait donner de voir des personnes se développer. De voir que j'ai donné un conseil à quelqu'un et de ce conseil-là, la personne est devenue quelqu'un de plus grand, elle a réalisé quelque chose de plus intéressant. Il y a peut-être une famille qui s'est réconciliée, il y a quelqu'un quelque part à cause de ce que je l'ai encadré qui a pu trouver du boulot et tout. La joie que ça me procure, pour moi, elle n'est pas quantifiable. Donc, je le réalise davantage. À l'époque, je le faisais. J'étais avec maman, je la voyais faire. J'essayais de suivre. Et puis derrière, à cause de la foi chrétienne aussi, qui est de donner, je constate que il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir, en fait. Et puis, plus je donne, plus je découvre, plus j'apprends. J'ai l'impression que plus on donne, plus le réservoir il se remplit. Mm. Donc, avec le temps, je me dis, ben tiens, si je donne que je reçois, plus j'apprends, plus je connais, ben je ne vais pas arrêter, en fait. Autant donner Ah, autant et donner. donner encore Oui, plus donner et encore toujours plus. plus. Voilà. D'accord, parlons maintenant de papa. D'accord. Et ton père, il discourait ainsi, et je cite, Mon fils,
Peu importe ce qui t'arrive ou la personne importante que tu as en face de toi, ne baisse jamais Jamais. les yeux. Ta dignité ne s'achète pas, Mm, elle ne se discute pas, elle s'impose. mm, Reste toujours debout et fier, car personne ne peut te rabaisser si toi-même tu refuses de plier. mm. Pourquoi c'était si important pour ton père de te marteler ce message sur la dignité? Est-ce que c'est tout simplement entre hommes ou est-ce que ça avait une importance particulière à ses yeux? Du plus loin que je me souvienne, ça devait être déjà le caractère d'homme qu'il voulait me donner. Je ne sais plus trop pourquoi. euh, je sais plus trop pourquoi, mais je pense que ça devait être déjà le caractère d'homme qu'il voulait me donner. Parce que je me rappelle pas avoir vu mon père, quelles que soient les circonstances, faire pitié. Jamais. Je fouille dans ma tête. C'est en grandissant, même discutant avec ma sœur, elle me dit, il y a eu telle période où c'était chaud. Il y a eu un moment où vous avez, je crois, divisé le salaire de papa en deux, des choses comme ça. Moi, j'avais jamais remarqué. Je l'ai jamais vu. Peut-être souciant un peu en grandissant. Mais le monsieur Famille François rentré triste, les épaules affalées là, regarde, se poser mille et une questions jamais. C'était monsieur tête haute, toujours avec sa coupe de vin, la musique cubaine et tout, en train de mettre l'ambiance. Voilà, donc c'est en grandissant, discutant avec ma sœur, essayant de retracer quelques images de mon parcours plus jeune, parce que c'est un exercice que je fais très souvent, que je me rends compte que, ah ouais, peut-être que là, il y avait quelque chose. Et étant père aussi aujourd'hui, je fais certains rapprochements. Mhm, Donc je pense qu'il y avait ce côté d'homme, ce côté de père, ce côté de ne pas laisser quelqu'un nous marcher dessus que papa voulait m'inculquer. mhm, Les raisons, je ne sais pas, mais je pense que ça faisait partie de l'éducation qu'il avait décidé de nous donner. Et je pense que ça me sert beaucoup aujourd'hui quand même. mhm. Et c'est une éducation qu'il vous a donnée à vous, ces garçons, ou également à ses filles? Garçon-fille, parce que Garçons ma comme sœur filles. aussi, Très digne. D'accord. À t'écouter parler, il y a une image qui me revient. C'était un visuel. On avait l'image du père et d'un fils qui s'enlaçaient. Et le message sur l'image, le père qui disait à son fils, fais attention là où tu mets les pieds. ok. Et le fils qui répond au père, toi fais attention, parce que moi, je marche dans tes pas. Ah ouais. Est-ce que donc tu peux dire que papa a vécu en quelque sorte ce qu'il a prêché, ce qu'il vous a prêché en tant Oui, qu'enfant? oui, je peux le dire. Je me souviens une fois, j'avais vu une grosse voiture. Mm, Je lui ai demandé, mais papa, pourquoi tu n'achètes pas cette voiture-là? Le monsieur il n'est pas allé à demi-mot. Il m'a dit clairement, j'achète ça, vous ne bouffez plus à la maison, en fait. mm, Et si tu veux pas monter dans la Toyota, ben tu te débrouilles pour aller à l'école. mhm, Donc, c'était pas je dois faire ci pour plaire. Je suis droit dans mes bottes. mm, Je fais ce que je peux faire avec les moyens que j'ai. Et je peux dire que avec ce qu'il avait, on n'a manqué de rien quand même. mm, Non, non, j'ai pas senti à un seul moment de ma vie comment je vais dire, le besoin de quelque chose que mon père ou ma mère ne se sont pas débrouillés pour me donner. Et comme je dis, c'est en grandissant que je me rends compte que les moyens n'étaient pas énormes. Mais on a toujours eu ce dont on avait besoin. Je précise besoin. besoin. Voilà. Pas Voilà. dans les caprices, pas dans Oui. toutes ces choses, mais Pas ce besoin. dont vous aviez forcément envie, Non, non. mais ce dont vous aviez besoin, ce L'envie, qui était nécessaire. quelquefois, quand L'envie, même, pour oui, satisfaire. c'est normal. Mais le besoin, il a Ouais, toujours été il a comblé. toujours été pourvu. Toujours. D'accord. Et à quel moment est-ce que les paroles de ton père ou même de ta mère se sont vraiment enracinées en toi? À quel moment tu as commencé à les accepter? Parce qu'on le sait, hein, quand on est jeune, on ne comprend peut-être pas. Lorsqu'on devient adolescent, on est plutôt rebelle. Ouais. Pour toi, à quel moment est-ce que ces paroles ont trouvé tout leur sens et ont trouvé un chemin vers ton cœur? Euh, bon, déjà, avec maman, c'est à partir de 2006. Parce que c'est l'année où je me rapproche vraiment d'elle. Vraiment, vraiment, vraiment. L'année où j'ai le bac. Juste L'année, 5 ans avant son départ, ouais. parce qu'elle est partie en 2011. L'année où je me convertis aussi. Donc, D'accord, c'est là que je commence à vraiment la côtoyer. On passe beaucoup de temps ensemble. Et je comprends maintenant tout le process depuis qu'on est petit. d'accord. Parce que moi, mes premiers bouquins, c'était l'évangile Ouais. en dessin. Je comprends le métier que je fais aujourd'hui, pourquoi elle m'offrait déjà de la peinture, pourquoi elle m'offrait des bandes dessinées, des choses à reproduire.
Donc, je comprends que la dame, elle, si tu veux travailler depuis que je suis petit à ce que je suis aujourd'hui, au gars qui sert Dieu, à ce monsieur-là qui est dans l'art, qui est dans le design, à toutes ces choses-là. Donc, c'est à ce moment que je commence à réaliser. Donc, et quand je la perds aussi un peu plus. Pour le vieux, c'est malheureusement à son départ, en Ah, 2014, que je réalise que, parce on était vraiment à couteau tiré. ok. Ouais. Même tempérament. On ne pouvait pas faire une semaine sans des Sans histoires. dispute. Malheureusement, il décède, mais la dernière fois où lui et moi on s'était parlé, on avait fait des histoires. Ah, Voilà. Donc, c'est après tout ça que je réalisais, comme je l'ai dit tantôt, je suis père aujourd'hui. Je comprends beaucoup de choses, beaucoup de décisions, beaucoup d'orientation qu'il voulait me donner parce que pour lui, à un certain âge, il y a des choses que je comprenais pas forcément. mhm, Donc, pour papa, c'est après le décès, maman, c'est quand je commence à la côtoyer vraiment à partir de 2006-2007, on va dire. mhm, Et ben maintenant, bien évidemment, avec l'âge, avec tout ce que j'ai pu vivre, je réalise beaucoup plus. mhm. D'accord. Et pour ce qui concerne ton père, aujourd'hui, est-ce que tu peux dire que tu es fier de marcher dans ses pas? Oui, 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 oui. Fier de marcher dans ses pas, très, très, très fier de marcher dans ses pas parce que ils avaient quand même tous les deux la même manière de voir les choses. Mm, Papa, avec tout le discours de fierté, c'était le même principe. On ne peut pas voir quelqu'un dans une situation compliquée. On- et on peut l'aider, on ne le fait pas. Voilà, je me souviens, il était encore sur le lit d'hôpital quand on a un menuisier à la maison qui bossait et qui avait des soucis pour payer son loyer. Donc, je sais même pas comment le vieux il a eu l'information. Il s'est débrouillé, couché sur le lit là-bas pour qu'on puisse envoyer de l'argent au gars pour qu'il puisse payer le loyer. Donc, je veux dire, jusqu'aux derniers instants, c'était ça. On se débrouille pour faire du bien. Et ça, je l'ai gardé jusqu'à présent. J'avoue que je ne fais pas les choses un peu comme maman parce que ouais, je ne suis pas prêt pour l'instant, en tout cas, du jour au lendemain, enlever 1 million et donner à quelqu'un que j'ai rencontré la veille. Sauf si la conviction dans mon cœur vraiment m'y pousse. mais tout à l'heure, tu disais plus on donne, plus on reçoit. Donc, Oui, mais bon, aujourd'hui, c'est un peu différent, j'avoue. J'essaie d'avoir un peu plus de répartie parce que c'était quand d'accord. même le discours qu'on tenait à un moment. Fais un peu attention. Mm, Tout n'est donner, c'est bon, mais c'est en même temps, bon, mais il essaie faut avoir de. des limites. Voilà, faut avoir des limites. Tu pouvais venir chez maman et tu trouves sa maison vide. Mm, Elle a fait cadeau tout. Quand je dis tout, c'est waouh, tout. Tu viens, tu la trouves sur une natte. waouh, Tu à dis, eh, ce point. maman, c'est quoi? Bon, il y a une dame là qui vient d'aménager, elle n'a rien. Donc, je lui ai donné tout. Dieu va m'envoyer encore. Waouh. Bon, ok, je suis touché par le geste, mais je ne sais pas si moi je pourrais le faire aujourd'hui. Mm, Je le dis clairement. mm, Je suis enfant de Dieu, peut-être poussé par une instruction divine, je pourrais. Mais de moi-même, comme ça, vider ma maison, j'ai des gosses. Bon, après, moi, on vivait seul aussi. Donc. Mais là, j'ai deux enfants à la maison, j'ai une femme, mm, je vide pas mon salon, je vide pas ma maison pour faire cadeau. mm, Sauf si je le ressens vraiment de mon mhm. cœur. D'accord, Voilà. Donc, je pense d'accord, qu'aujourd'hui, ça me sert, mais avec un peu de repartie quand même. d'accord. J'analyse un peu plus. Mm. Et donc aujourd'hui, ce père dont tu es fier de marcher dans ses pas, tu le perds en 2014, en mars C'est 2014, ça. juste un peu, un- juste à peine 3 ans Oui, un peu après le trois ans. départ de ta mère. Est-ce que cette fois-ci, la douleur est différente? Un peu. Qu'est-ce qui est différent? J'avoue que j'avais quand même, à partir du décès de maman, acquis certains process dans la gestion. Mais ce qui me fait beaucoup mal avec papa, c'est que c'est au moment où lui et moi on commence à se rapprocher. Parce que comme j'ai dit, on était vraiment. C'était la À guerre. couteau tiré. Ouais. Je comprends plus tard que c'était pour tout le bien qu'il voulait, et moi qui ne comprenais rien du tout. Donc c'est quand on se rapproche, on commence à avoir des séances de sport ensemble, on commence à vraiment passer du temps. Il commence à me connaître, moi aussi, je veux dire, que je le perds. Donc c'est vraiment ça qui est difficile à supporter. Mais quant à la gestion même du départ et tout, l'expérience de maman nous avait quand même montré comment ça fonctionne. Ça vous Donc, avait préparé préparé un peu mieux. peu. Donc, il y a des choses pour lesquelles on n'était pas surpris. Choisir le cercueil, aller voir comment il allait être vêtu, choisir les tenues, des choses comme ça. C'est difficile, mais bon, on l'avait déjà fait. Et voilà. Mais ce qui était compliqué, c'était vraiment d'accepter le fait que je me rapproche de lui et il part.
Ouais, là, ça, c'était dur, mais tout ce qui est gestion du deuil, l'organisation, des choses comme ça, bon, on a pu quand même gérer, je crois. Mm. D'accord. Et un cas pratique. Mm. Aujourd'hui, ces propos, ces paroles que tes parents t'ont laissées, c'est un héritage immatériel, c'est une richesse aussi que tu as. Dans quelles circonstances bien particulières Mm. ces paroles sont revenues à toi et t'ont aidé à peut-être affronter une situation, à trouver une solution? Euh, bon, je prends le cas de maman, là, c'est le quotidien, D'accord, à cause de la foi chrétienne. d'accord. Donc, je vis par la foi. La petite anecdote, quand je déménageais en 2016, j'avais un boulot qui n'était pas vraiment bien payé. Et dans la prière, j'ai ressenti qu'il fallait que je déménage. C'est très paradoxal. Déménager alors qu'on n'est pas bien payé, mais marcher par la foi là m'a ouvert toutes les portes par lesquelles je suis passé jusqu'à aujourd'hui. Donc je déménage, je trouve l'argent du loyer, je trouve l'argent de la caution, je trouve l'argent pour aménager. J'ai un nouveau boulot qui est mieux payé et je commence une nouvelle vie. Je me marie l'année d'après, ma fille naît l'année qui suit. Donc je me dis, il y a ce volet-là, la foi, qui me permet beaucoup d'avancer. Papa, la fierté, je peux le dire ainsi, pas l'orgueil, mais la fierté, ce qui fait qu'aujourd'hui, il y a des choses pour lesquelles je ne cours pas. Mm. Il y a des choses qu'on ne me dit pas. Il y a des choses que je n'accepte pas. Et qui font que quel que soit l'endroit dans lequel je suis, où je me retrouve, il y a un certain respect quand même qu'on m'accorde. On sait que Ange, il est cool, il est jovial, il est tout ce qu'il est. Mais là, il y a des limites. Euh, il y a ce qu'on lui dit, il y a ce qu'on lui dit pas. Il y a ce qu'on fait, il y a ce qu'on fait pas. Donc, cette façon de fonctionner là m'a donné quand même un environnement, une certaine protection, si je peux dire ainsi, qui fait que, même s'il y a quand même parfois des dérapages, des écarts, nous sommes des hommes, mais il y a cette limite-là que les gens que je côtoie, les gens que je fréquente, avec tous les plus grands titres qu'ils peuvent avoir, ont me concernant. Et ça me donne aussi de travailler parce que tu veux garder la tête haute, faut bosser. Tu veux pouvoir regarder les gens droit dans leurs yeux, rester droit dans tes bottes, faut te donner les moyens. Donc, ça me permet de travailler, ça me permet de m'améliorer, ça me permet aussi de voir qu'il y a des défauts qu'il faut que je corrige si je veux rester un vif performant. Donc, je pense que oui, il y a la foi, il y a le volet tête haute de papa qui font que l'un dans l'autre, j'ai pu trouver quand même un credo de vie que j'ai, c'est prier comme si je ne bossais pas, bosser comme si je ne priais pas. Mhm. Donc j'essaie de faire les deux à l'excès et je pense que ça marche plutôt bien. Mm. Alors, de tels parents, c'est une richesse. C'est une véritable bénédiction. Et ces parents, tu les perds successivement en 2011 et en 2014. 10 ans après, tu écris et tu publies un livre. Dire que j'ai trouvé le titre de ton livre surprenant, c'est un euphémisme. Je l'ai trouvé choquant. Je l'ai trouvé effarant. Parce qu'il s'intitule L'opportunité d'avoir perdu ses parents. Comment, permets-moi le mot, oses-tu parler d'opportunité? Comment oses-tu parler d'opportunité d'avoir perdu ses parents? Dis-moi. Déjà, je, comment je peux dire? Je fais de la communication. D'accord. Donc, il fallait que je trouve quand même la façon De choquer pour de plaire, choquer. comme on dit. Il fallait que je... Bon, ça traduit, en fait, ça traduit vraiment ce qui s'est passé, je l'avoue. Mais je pouvais pas... Si j'avais dit, j'ai perdu mes parents, j'ai beaucoup appris, la vie est devenue plus belle. Personne n'allait Hmm. t'écouter. Donc là, quand je réfléchis, je discute avec un pote. À l'époque, c'était en 2017. Il me sort ça, il me dit, bon, tu veux écrire un bouquin pour traduire que perdre les parents peut être aussi une opportunité, ben appelle-le une opportunité. Il m'a dit de Waouh. perdre ses parents. Je dis, non, 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 de Non. perdre, j'incite les gens à les tuer. C'est pas le but. On va dire d'avoir perdu. D'avoir C'est-à-dire que perdu. le mal est déjà arrivé, qu'est-ce qu'on fait? Donc pour moi, c'était ça. C'est arrivé. Tu as perdu maman, tu as perdu papa. Tu as quand même, de ces pertes-là, découvert des choses qui t'ont permis de progresser, de devenir quelqu'un de meilleur. Je l'ai vu moi-même de qui j'étais, de qui je suis devenu. Je me suis dit, bon,
on y va, on essaie de mettre tout ça dans un bouquin, ça peut aider. Hmm. Ce ne sont pas des comprimés, c'est pas une notice pour dire que ça marche à 100%. C'est un vécu. Je me dis, je le partage. On a la tête haute que papa nous a appris à avoir. Voilà. Alors, tu dis dans ton ouvrage que on n'en guérit pas, on apprend à vivre avec et on apprend à se servir de ces douleurs pour devenir une meilleure personne. Ce processus d'adaptation varie d'une personne à une autre. Pour toi, c'est passé par l'écriture. Tu t'es mis à écrire des lettres cathartiques, d'expression émotionnelle. Comment est-ce que coucher par écrit tes émotions t'a aidé à t'adapter à ce processus de guérison ou d'adaptation? D'accord, déjà, l'écriture, je ne l'avais pas prévu. Ça a été une thérapie. Donc, comme je le dis dans le bouquin, c'était un dimanche, parce que maman, elle avait un ministère chrétien, donc en décédant, elle me l'a confié. D'accord. Du coup, un dimanche, je sais plus c'était lequel. Je fais la prédication, je parle de la vie. Et quand je rentre, habituellement, on avait un point. Donc, quand je finis, je partais chez elle ou je l'appelais pour dire, bon, maman, voilà, 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 j'ai dit ça, j'ai dit ça. Donc, ce jour-là, moi, je prends mon téléphone, je veux l'appeler. Waouh. Alors qu'elle était déjà Elle partie. est déjà parti. Donc, quand je prends le téléphone, je veux lancer le numéro. Et Fille, là, tu appelles qui, en vrai? tu te rends compte que Donc, là, je commence à pleurer. hmm, Et je prends un bouquin, et pardon, un cahier, et je commence à écrire. Bonjour, maman. J'ai prêché sur la vie aujourd'hui, je voulais t'appeler pour te dire, mais tu n'es pas là. Et c'est comme ça que je commence à écrire, écrire, écrire. Ça devient une habitude. Chaque fois que j'ai besoin de lui parler, chaque fois que j'ai besoin d'évacuer, je commence à écrire. Donc je me rends compte que plus j'écris, plus je me sens bien. ok. Plus j'écris, c'est tranquille. J'évacue. Et je commence à vraiment avoir cette habitude-là. Mhm. Et c'est un jour, une amie tombe sur le cahier, et bref, elle parle, et après elle me donne le conseil d'en faire un bouquin, je zappe. Et plus tard, je continue d'écrire, je commence à faire des posts sur Facebook, je commence à parler, parler, et ça vient. Tout le monde demande, tu écris quand? D'accord. Et je décide de compiler mes textes, de prendre le petit bouquin, mon secret, que je couche que je mets sur le papier, que j'imprime et je sors. Et j'avoue que aujourd'hui, je peux pas vivre sans écrire. Ah, Je peux pas. tu continues d'écrire, Ouais, toujours. je peux plus. Hmm. Je peux plus, c'est plus possible. Je sais pas. Je n'arrive pas à faire autre chose. C'est quand je prie, j'écris. Quand je suis triste, j'écris. Je suis trop content, j'écris. Ah. Je sais plus. Je traduis tout ce que je ressens par des textes. En tout cas, tes enfants auront un bel héritage. Merci. Ils verront toute ton histoire. Donc, c'est ma thérapie. Aujourd'hui, on ne peut plus dissocier un jour en famille de l'écriture. Dans ton ouvrage, à la page 87 précisément, tu nous partages une analogie plutôt intéressante de ce processus d'adaptation, de guérison. Ok. Je lis. Tu dis si pour avoir des dents plus solides, il faut perdre des dents de lait et avoir un vilain sourire. Comprenons que certains processus de solidification passent obligatoirement par la perte, ensuite par une sorte de laideur, avant de retrouver la beauté et la solidification. C'est comme ça que ce processus, c'est comme ça que tu l'interprètes? Oui, parce que je prends mon cas tout simplement, hein. Après le décès de maman, euh, là, tout le monde pensait que ça allait bien. Même papa aussi, parce que, je veux dire, de maman à papa, personne ne savait ce que je ressentais vraiment. J'ai gardé cette étiquette-là, mais ça n'allait pas en vrai. Donc, quand on perd papa, ça devient pire. Et là, ça se ressent vraiment sur moi maintenant, quoi. Je le vois, ça se voit, je force. C'est là que je rentre dans le showbiz. Je veux trouver des choses pour m'occuper. J'ai le style qui change carrément. Je deviens, on dit, la superstar. Mm. Le mec voyant à 10 kilomètres, gros chaussures, gros pantalon déchiré, Et c'est locks. vrai que déjà, même ton style fait quand même superstar hein, maintenant, quand même. Mais je pense, là, c'est vraiment modéré. Là, c'est modéré. Ah, j'imagine ce que Hmm. ça devait être Oui, alors. là, je vous assure, c'est très modéré. Et c'est visible. Tout le monde le voit sauf moi. Mm. Par la grâce de Dieu, je continue à suivre mes formations bibliques et tout. Je pense que c'est ce qui me permettait de tenir le coup. Et un jour, j'ai mon grand frère qui me dit, il m'invite à bouffer, il me parle et il me dit, eh, mon gars, arrête.
Tout le monde voit que ça va pas. Tout le monde sauf toi. Moi, je vois. Je rentre dans la chambre. Tout ce que tu faisais avant, tu ne le fais plus. Mm. Ta Bible est fermée. Je t'entends plus écouter des messages de prédication. Je ne te vois plus dessiner. Même tes créas sont devenus super nuls. Tu te caches derrière quelque chose que tu penses qu'on ne voit pas, mais on voit. Donc, fais attention. Arrête, tout simplement. S'il y a quelque chose qui ne va pas, travaille. Si tu dois parler, parle. Tu dois faire quelque chose et puis redeviens celui qu'on a toujours connu. Donc c'est là que je me rends compte qu'en vrai, tout le monde sait, depuis papa, que ça ne va pas. Et c'est là que je fais une réelle introspection. Je me calme, je prends un moment de prière, de jeûne et tout, parce que pour moi, le retour aux sources, c'est Christ. Mm. Donc, je le fais, je prie, je jeûne, et je réalise qu'il n'y a pas besoin de faire semblant. Pas besoin de faire semblant. Pas besoin de faire semblant. C'est comme ça que j'intègre dans mon process le fait d'être vrai. Parce que pour moi, un problème, on le règle que lorsqu'on sait qu'il y a un problème. Une blessure, on la soigne que quand on sait qu'on est blessé. Parce qu'on accepte de faire On face. accepte de faire face. Donc c'est là que j'intègre vraiment le fait de me montrer tel que je suis. Il n'y a plus de semblant. Monsieur, tu souffres. Accepte, travaille et progresse. Mm. Donc c'est vraiment là que je crois que le vrai shift a lieu. Quand je commence à accepter que ces départs-là sont compliqués à gérer. Et je commence vraiment à travailler dessus. Je commence à me documenter, je commence à prier, je commence à fouiller dans la Bible. Je commence vraiment À à rechercher rechercher cette la paix-là que, guérison, voilà. la paix. Si papa et maman sont plus là, si Dieu les a pris, c'est qu'ils prennent leur place. Donc en vrai, moi j'ai un accès direct. Il n'y a plus de, il y a plus de blocage au-dessus, il n'y a L'intermédiaire. plus d'intermédiaire. C'est comme ça que je commence à développer ces choses-là. Et progressivement, je commence à les écrire, à les garder dans ma tête et à fonctionner avec. Mm. En vrai. Et dans ton livre et dans ta personne, on trouve un homme qui est véritablement connecté à ses émotions, Mhm. qui les exprime, qui les ressent. On te retrouve dans ton livre, dans tes écrits, un homme qui a mal, qui pleure. Et ce portrait-là est aux antipodes de ce que parfois la société impose comme image à Mhm. la gente masculine. Mhm. Il faut toujours être fort, le macho qui ne verse jamais aucune larme. Mhm. Est-ce qu'en définitive, cette image que la société essaie d'imposer ne dessert pas la gente masculine en les coupant de leurs émotions et en les coupant de leurs émotions, les empêchant d'accéder ou de commencer d'entamer un tel Mhm. processus de guérison lorsqu'on a vécu des chocs et des traumatismes émotionnels? Euh, bon, je dirais oui quand même. Hmm. Parce que pour moi, si on ne devait pas pleurer, on n'en est pas à avoir de larmes en fait. Et hommes comme femmes, Comme nous avons comme des on en a. larmes. Donc, je suis d'accord avec le fait de ne pas pleurer partout et tout le temps. Je suis d'accord. Même pour les femmes. Je suis d'accord. Ouais, mais quand il faut pleurer, on pleure. Les émotions sont faites pour être évacuées et Exprimé. exprimées. Il faut les libérer d'une manière ou d'une autre. Donc, si elles doivent sortir par des larmes, homme, mais trouve-toi un coin, pleure, crie, passe quelque chose, je sais pas, mais fais sortir. Faire ressortir. Ça rend malade en fait. J'ai quelqu'un que je connais qui fait des études sur tout ce qui est gestion des émotions. Il s'est rendu compte de beaucoup de maladies que les gens ont aujourd'hui qui viennent du fait qu'on n'a pas évacué. Il y a des problèmes de peau qu'on a à cause des émotions qu'on n'évacue pas. Il Wow. y a des ulcères, il y a toutes ces maladies-là qui viennent du fait qu'on conserve, qu'on garde les émotions. Donc, je suis d'accord pour le mec, l'homme qui doit se présenter d'une certaine façon, mais je ne suis pas d'accord qu'on demande aux hommes de garder leurs émotions. On ne les présente pas devant tout le monde. Je suis d'accord à cause de la figure qu'on représente. Ok. Mais de ne pas les faire sortir, là, moi, j'ai un problème. Si j'ai envie de pleurer, je me trouve un endroit. Je me cache. Parfois, c'est dans la douche, pour que l'eau emporte mes larmes aussi. Mhm. Parfois, c'est sur mon coussin.
je trouve le moyen de sortir ou me mettre au balcon, je sais pas. Ça arrive. Mhm, Donc, on va pas demander à quelqu'un qui a des larmes de les garder. mhm, Dieu, qui est l'être suprême, il les a mis dans notre corps. Les larmes ont mhm, un rôle libérateur. Qui, quand il finit de pleurer, ne se sent pas bien? mhm, Qu'on se dise la vérité. mhm. Donc, moi, je ne suis pas pour le fait de demander aux hommes, à cause du titre d'homme, de se tuer à petit feu. En Mhm. vrai. Non. Tu as envie de pleurer, pleure. Mais, bon, je sais pas, je suis Mais d'avis, garder à pleure décemment l'intérieur, ou quoi que ce soit. Mais c'est créer une implosion. oui. Parce que de toutes les façons, ça va sortir. Et ça se manifeste parfois par des crises de colère qu'on ne contrôle pas. Ça se manifeste parfois par une mauvaise gestion de notre vie. Moi, je connais plein de personnes, des gens de haut rang, mais émotionnellement instables à un point Mhm, où on n'a pas idée. Parce qu'ils ont grandi dans le on n'exprime pas, mhm. on ne fait pas sortir. Je suis pour le fait de garder une certaine image, C'est ça. garder une certaine posture. Pour que moi-même je pleure dans certains endroits en dehors des rares fois où j'ai parlé de cette histoire-là. Voir mes larmes, c'est compliqué. Mais je pleure et je l'assume. Mhm. Et tu gardes toute ta masculinité. Ça J'arrête, n'enlève rien ça n'enlève à rien. l'homme que tu Non, es. non, non, D'accord. non. Dans ton ouvrage, tu nous proposes un remède simple. À la page 115, tu dis, lorsque les maux de la vie te demandent de tout abandonner, lorsque tes parents te manquent, lorsque la solitude te hante, lorsque, non. souris et garde ton calme. Et souris surtout car tu es en vie. Oui. Alors, pour moi, la lecture à cette partie a coïncidé avec la mort de la célèbre actrice sénégalaise Annie Magadi. Ok. Comme on le sait, qui, selon l'information qui a été relayée dans les médias, a combattu, a lutté contre la dépression, qui malheureusement a fini par la vaincre. Et lorsqu'on parle de lutter contre la dépression, on parle de faire bonne figure à l'extérieur pour une star qu'elle était, de toujours garder le sourire alors qu'à l'intérieur, elle mourait à petit feu. Mhm. À quel moment est-ce qu'on donne une limite au sourire? Ok. À quel moment est-ce qu'il faut arrêter de sourire Mhm. et se dire, ça ne va pas, je vais rechercher de l'aide Mhm. et je vais m'évertuer à trouver l'aide nécessaire qu'il me faut Mhm. pour guérir. Parce que très souvent, on dit, ça va aller, garde la tête haute, souris, mais il y a des moments où ça ne va Ouais. pas. Il faut savoir identifier ces moments. Mhm. Il faut savoir quels sont les signes auxquels il faut faire attention et se dire non, j'ai besoin d'aide. Et c'est aussi garder la tête haute que de chercher à trouver cette Ouais, aide dont on totalement. a besoin. Vous aimez cette vidéo? Ce sujet vous édifie? Merci de liker, de commenter et de partager à une personne qui a besoin d'entendre ces choses. Euh, Déjà, quand je parle de sourire, je fais allusion au fait, comme je l'ai dit, d'être en vie. Parce que pour moi, il n'y a pas plus beau cadeau que la vie. Euh, il n'y a que la mort qui arrête tout. Le fait qu'on se soit réveillé aujourd'hui nous donne de croire que la minute d'après, tout peut changer. C'est comme ça que moi je conçois les choses. Donc quand je parle de sourire, c'est pas de masquer sa peine ou sa douleur. C'est de se dire, il y a encore une chance. Mhm, C'est ce que c'est ce que je veux expliquer par le sourire. Donc, pour répondre au second volet, je ne saurais dire Je ne saurais dire qu'il y a un moment précis ou une alerte particulière. Je pense qu'il y a des personnes plus outillées qui font des recherches, qui font des expériences humaines et tout ça, qui pourront nous le dire. Mais pour moi, il faut être vrai. mhm, Pour moi, il faut être vrai. Il y a ces moments-là où intérieurement on le sait. On le sait, ça ne va pas. On est à bout de force. On sait que ce qu'on essayait de faire hier qui marchait ne marche pas aujourd'hui. On sait que les méthodes qu'on a testées euh, ne fonctionne pas. Il faut être vrai et reconnaître que là, Monsieur Famier, Ange Laurent, ou se dire Nabi, là, tu es à bout de force. Pour nous qui sommes chrétiens, tu n'arrives même pas à prier. Il faut que tu te fasses aider. Tu n'arrives pas à bosser. Tu ne peux rien faire. Il faut que tu te fasses aider. Il faut juste le reconnaître. Je ne pourrais pas dire le moment précis, mhm. mais je sais, au fond de chacun de nous, quand ce temps-là arrive,
le moment où on n'a plus de force, quand il survient, on le sait. On le sait. Donc, le sourire, le faire semblant, moi, je suis pas pour. Je ne demande pas de sortir courir dans tous les sens pour pleurer, pour dire, oh, c'est chaud sur moi. Non. Mais on a des gens, forcément. On a des gens à qui on peut parler. Mhm. Et si on n'a personne, je sais pas comment je peux dire, mais la vie dispose toujours de quelqu'un quelque part qui est prêt à nous écouter. Quelqu'un quelque part qui est prêt à nous entendre. Et parfois, pour l'expérience, la petite expérience que j'ai, parfois on n'a même pas besoin de conseils. Les On a gens juste souvent ont besoin besoin de d'être écouté. parler. Oui, ils ont besoin d'être écoutés. Ils ont juste besoin de quelqu'un qui sera là pour écouter, compatir, pour dire, ah ouais, il y a quoi. Faut être empathique. Ouais. Souvent, la petite paume posée sur l'épaule, là, ça va aller là. Ce petit Ça a geste. tellement de sens. Et le problème, c'est qu'on se dit que tout seul, on peut tout gérer. C'est pas possible. Mhm. Je me dis que si on pouvait tout gérer seul, on serait isolé dans des montagnes. C'est comme ça que le monde allait être. Donc, si on est dans une famille, si on est dans un environnement, on grandit, il y a un environnement sur la terre où on est seul. Mhm. Même les moines, ils sont entre eux moines. Mhm. Mhm. Donc, je me dis, même les animaux, on va dire l'aigle, il est solitaire, l'aigle a une compagne, Mhm. il a des enfants. Donc, je sais pas de quelle solitude on parle en vrai. Mhm. C'est pas possible. Même le gars qui va te dire il est seul, il est seul. Dans la spiritualité, il a un être au-dessus à qui il parle. Donc en vrai, on le sait. Il faut juste qu'on soit vrai avec nous-mêmes, qu'on accepte que c'est chaud, comme on le dit. Et qu'on essaie de trouver le moyen de nous en sortir. Maintenant, ça peut passer par rencontrer un psy, ça peut passer par voir un homme de Dieu, ça peut passer par parler à un ami, ça peut passer par plusieurs choses, mais il faut le reconnaître. Mhm. Surtout qu'il y a des solutions qui Hmm, existent. Pourquoi vouloir s'en priver? c'est ça. Pourquoi vouloir vivre et rester dans sa solitude, dans sa dépression? Il y a possibilité. Je sais qu'il y a des gens qui vont te dire, j'étais déçu. Mais bon, la vie, c'est la vie. On est toujours déçu et la déception ne va pas s'arrêter. Faut qu'on le sache. Donc on essaie, on apprend et on s'adapte. Mhm. Et tu proposes aussi un autre remède dans ton livre, notamment aider les autres, Hmm, qui nous apprend, qui nous aide à nous aider nous-mêmes. Et c'est ce que tu as fait en écrivant cet ouvrage. Tu as voulu partager ton histoire, mais tu as aussi initié une plateforme, Outsiders. Tu peux nous en dire plus? Outsider, comme tu as dit, une plateforme que j'ai mise sur pied où j'invite des personnes. Je me suis rendu compte que le fait de parler soulage. Et je me suis davantage rendu compte que la vie est belle, avec tous les problèmes qu'on a. Il y a des gens qui vivent des choses qui sont vraiment, je veux dire, Dieu nous connaît. Il sait que Ange peut supporter le décès de ses parents, mais telle autre personne ne peut pas supporter ça. Il sait que telle personne peut supporter le décès, le départ d'un enfant, la perte d'un boulot, mais une autre ne peut pas. Donc pour moi, il y a une sorte de filtre devant chacun qui éloigne ce qu'on ne peut pas supporter et qui valide ce qu'on peut supporter. Et dans cette plateforme-là, je l'ai compris. Donc, c'est une plateforme qui permet aux gens de venir parler. On discute autour d'un thème. Il n'y a pas C'est moi qui l'initie avec mon épouse, mais c'est pas le master ange qui donne des tips pour dire comment on fait. Non, chacun vient. On parle des choses de notre parcours qu'on n'a pas forcément envie, En desquelles on n'a pratique, pas comment forcément ça envie se de passe? parler. Vous vous retrouvez dans un endroit, C'est c'est un un pique-nique, rassemblement, on c'est est un pique-nique. assis, j'introduis, je dis ce qu'est la plateforme, je dis pourquoi on est là. Il y a un thème autour duquel on parle. La première fois, c'était le bouquin, parce que on lançait, donc j'ai parlé de mon part. Je parlais de l'histoire, du livre, et après, j'ai donné la parole aux gens. Et après, chacun de nous essaie d'intervenir pour dire, je pense que tu peux faire comme ça. Je pense que tu peux faire comme si. Je crois que, voici telle chose que j'ai vécue par rapport à ce que tu as expliqué, voici comment j'ai fait. Donc, si vous voulez, c'est un ensemble de conseils de plusieurs personnes qui, à la fin, nous permettent de tirer des leçons, de comprendre que ce qu'on vit est peut-être difficile, mais on peut s'en sortir, voilà.
Et les 2 sessions, vraiment, j'ai eu des histoires très, très complexes. La deuxième session, j'ai parlé d'un point de mon parcours que j'avais jamais abordé devant personne, même pas devant ma femme. Waouh. Et pourtant, elle était là à la session. Oui. Donc, elle était surprise Surprise d'entendre de ces choses savoir que il avait toute cette partie de mon histoire-là qu'elle ignorait qu'elle ignorait, que complètement. j'avais gardée. Donc, je me dis il y a cette main de Dieu-là qui nous pousse à dire des choses quand on est outsider, qui permettent que d'autres personnes entendent, comprennent et essaient de progresser. Voilà, en vrai, outsider, c'est juste ça. Mhm. Et j'ai utilisé le terme outsider parce que je me dis que parfois dans la vie, à cause de tout ce qu'on vit, on devient des outsiders, en fait, des personnes c'est qui on ne compte pas. On se dit un jour, hein, l'orphelin, c'est le gars qu'on doit aider, le gars à qui on doit tendre la main. Moi, je me dis non, ça peut être le contraire. Je peux être le gars qui vient changer les pronostics. On ne compte pas sur lui, mais il vient et change la donne. Donc, outsider, c'est pour tous ceux-là qui sont passés par des moments difficiles, des chocs émotionnels, des pertes, boulot, parents, enfants, amis, tout ce qu'on peut imaginer, et qui décident de ne pas rester là, qui décident de continuer de progresser malgré tout ce qu'elles ont vécu. C'est Mhm. pour ça que je dis outsider. Mhm. Choisi pour changer, Mhm. pour déjouer les pronostics. Donc, c'est Mhm. un peu ça, cette plateforme-là que j'ai mis sur pied. Enfin, pour dire que peu importe ce qu'on a vécu, peu importe les chocs, les traumatismes émotionnels, Mm. on peut en guérir, on a toujours quelque chose à donner. Ok. Et donc, c'est un cadre de confiance et je pense que la force aussi de ce rassemblement vient de ce que chacune des personnes qui y participent Mm. a eu une expérience, un vécu similaire C'est ça. est passée par aussi des traumatismes qui l'ont profondément marqué. Si, si. Et donc, quand cette personne fait une suggestion, c'est vraiment partant d'une expérience Personne. personnelle. Et rapidement, il y a même quelqu'un ce jour-là qui, en expliquant, en posant la question de son problème, a eu la réponse. Donc, Simplement en expliquant, il savait pas s'il était dans le déni ou pas. Il a perdu son père l'année dernière. Donc, en posant la question, en expliquant les circonstances, il s'est rendu compte qu'il n'était pas dans le déni. On n'a même pas eu besoin de parler, en fait. Donc, je pense que parler, partager l'expérience, ça libère, ça soigne. ça soigne. À la page 125, je pense, Mm. à ma lecture de ton œuvre, que l'opportunité d'avoir perçu tes parents a été de te rencontrer, Mm. toi, même, t'être rencontré en tant que personne, parce qu'à la page 125, tu dis, aujourd'hui, chaque jour, je remercie Dieu de m'avoir permis de me rencontrer. Mm. Et je lui dis merci de me mettre en valeur d'abord à mes yeux, ensuite aux yeux du monde. Est-ce que ceci résume l'opportunité pour toi d'avoir perdu tes parents? Mm. Oui, une partie. Une Une partie. partie quand même. Une partie quand même. Mais je pense que, comme je l'ai dit, le fait de travailler pour guérir, même si on ne guérit pas complètement, Mhm. on l'accepte. Et c'est ce qui a donné ce résultat-là. Si aujourd'hui je suis assez à propulser par un discours pour parler de ce bouquin-là, c'est de ça que c'est parti. Si j'ai fait les plateaux télé que j'ai fait, c'est de ça que c'est parti. Si j'ai fait Outsider, tout ce que j'ai pu réaliser en vrai, c'est depuis leur départ, en décidant de travailler sur moi pour aider. Donc, oui, je dirais que on peut quand même résumer l'opportunité à ça quand À ça. Et tu dis aussi qu'une chose que le départ de ton père t'a appris, c'est qu'il y a ce qu'on voudrait avoir même. Ouais, et à ce ce qu'il qu'il nous nous faut. faut. Ouais. Et moi d'ajouter, il y a de ces choses qu'on ne peut empêcher d'arriver. Mhm. Et donc, si aujourd'hui nous ne pouvons pas vivre avec nos parents, car nous les avons perdus, nous avons encore la possibilité de vivre pour eux, en les gardant en souvenir, en les honorant, vivant selon les valeurs qu'ils ont toujours essayé de nous inculquer, mais surtout en les transmettant à la génération future. C'est ça, exactement. Merci beaucoup, Anjou, Merci, Fabien. Nabi. Bienvenue à l'instant cadeau. Pour chaque épisode, nous vous offrons un cadeau qui vous donne la possibilité de plonger davantage au cœur de la conversation que nous venons d'avoir avec notre invité du jour. Pour remporter, il vous suffit de vous abonner à nos pages, de liker cette vidéo et de répondre à la question du jour. Mais avant, découvrons ce qui se cache dans notre boîte à cadeaux. Il s'agit d'une session exclusive de Outsiders offerte à 15 abonnés de Propulsé par un discours, votre podcast. La question du jour est la suivante. Selon notre invité du jour,
Par quelle étape débute le processus de guérison? Si vous avez la bonne réponse, abonnez-vous à nos pages, likez cette vidéo et envoyez la bonne réponse au numéro qui s'affiche au bas de votre écran pour obtenir l'opportunité de participer à une session exclusive de Outsiders. N'oubliez pas, les places sont limitées à 15 personnes. Vous avez la réponse? Vite à vos claviers. À bientôt. Vous aimez cette vidéo? Ce sujet vous édifie? Merci de liker, de commenter et de partager à une personne qui a besoin d'entendre ces choses.